Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Pour tout vous dire, je ne voulais pas faire de vidéo YouTube cette semaine dans ce contexte dramatique, mais c'est vrai qu'on a traversé depuis plus de 20 ans des attentats horribles, que ce soit avec le 11 septembre 2001, le Bataclan, et puis maintenant donc ces attentats dramatiques, inhumains en Israël. Et à chaque fois, je me suis dit, il faut qu'on redresse la tête. Il faut justement ne pas montrer qu'on sombre dans la crainte, dans la peur. C'est ce que veulent justement les terroristes. On doit retrouver une activité, bien entendu, plus ou moins normale, même si on ne peut pas oublier ces horreurs. Et donc, comme j'ai eu énormément de questions de votre part pour savoir justement quelles sont les conséquences de ce conflit, de ce drame. Est-ce qu'on peut imaginer donc des conséquences sur l'activité économique? Donc j'ai quand même décidé de faire cette vidéo YouTube. Donc on va, comme d'habitude, parler vrai, dire ce qui est en train de se passer, d'autant qu'on a eu des enquêtes des directeurs d'achat qui ont été publiées avant évidemment ce drame du 7 octobre. Et parallèlement, on ne peut pas aujourd'hui savoir ce qui va se passer complètement d'un point de vue géopolitique, mais c'est vrai qu'on peut déjà dresser des conséquences. Donc premier point, on va voir ce qui est en train de se passer déjà donc, au mois de septembre, avant ces attentats dramatiques. Et je terminerai évidemment, malgré tout, comme d'habitude, parce que c'est la coutume dorénavant, avec une bonne nouvelle. Alors on commence tout de suite donc, avec les enquêtes des directeurs d'achat du mois de septembre, qui viennent d'être publiées à travers le monde. Donc l'on voit ici l'activité industrielle. Donc vous connaissez les enquêtes, elles sont très simples. Il y a une barre à 50. Au-dessus des 50, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. Et donc c'est très net. Eh bien, ça l'a fait maintenant 12 mois consécutifs. Vous voyez que l'indicateur dans l'industrie et sous la barre des 50, l'indicateur monde. Donc l'industrie mondiale est en récession depuis 12 mois, plus de 12 mois maintenant, donc au niveau monde, et ce qui veut dire qu'évidemment c'est une situation qui est particulièrement dangereuse. Alors quand on regarde pays par pays, alors on ne pourra pas voir tout le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginez sur l'ensemble des pays sur lesquels on a des données qui sont collectées par HCOP, par JP Morgan, par Standard & Poor's, par Markit, eh bien on a donc 32 pays plus la zone euro qui sont en récession aggravée, donc c'est tout ce qui est en rouge. Pour l'instant, il n'y a que 5 pays qui s'en sortent, on les voit ici avec des indicateurs donc au-dessus des 52, l'Inde, Arabie Saoudite, la Russie, l'Ouganda et l'Indonésie. Après, on a Nigeria, Chine, Philippines, Grèce, vous voyez la frontière quasiment au-dessus, légèrement au-dessus des 50, et ensuite, évidemment, c'est la récession aggravée un peu partout. Là, on a le niveau mondial, 49,1. On a bien sûr tout ce qui se passe au niveau de la zone euro. On voit la France, 44,2. L'Allemagne qui ferme la marche au niveau industriel, avec l'Autriche, la zone euro, 43,4. Donc c'est quand même des indicateurs qui montrent qu'on a une récession dramatique aujourd'hui dans l'industrie mondiale et en particulier dans la zone euro. Même aux États-Unis, on a également une situation qui est compliquée. Vous voyez, on est à peine au-dessus des 50, mais au-dessous des 50, mais tout de même, c'est la récession. Si maintenant on regarde tout secteur d'activité confondu, ce qu'on appelle l'indicateur donc composite, calculé aussi par JP Morgan, et on voit bien que là aussi, on se rapproche dangereusement de la barre des 50. On est à 50,5, c'est quasiment donc la récession au niveau mondial, tout secteur d'activité confondu. Alors si on regarde maintenant le détail pays par pays, là aussi il y a très peu de pays qui s'en sortent. Encore une fois, c'est des enquêtes qui ont été menées au mois de septembre. On voit ici l'Inde toujours qui est sur une dynamique de croissance incroyable. C'est même un plus haut donc depuis juillet 2013, si on enlève juillet 2023 qui était encore un petit peu plus haut que cela. Ensuite donc l'Arabie Saoudite, on l'a vu tout à l'heure, donc là il y a un effet pétrole, même si ça baisse un petit peu. Et la Russie qui résiste, un plus haut depuis juillet 2023, c'est vrai, mais qui était lui haut, mais également aussi un niveau très élevé, parce qu'on a finalement une situation, bien entendu, d'économie de guerre, mais on est quand même très très loin de l'effondrement annoncé. Le Canada également résiste bien, le Japon, on a également donc l'Irlande qui est l'un des rares pays de la zone euro, donc être au-dessus de la barre des 50 au niveau mondial. Donc si on voit un petit peu les corrélations graphiques, ce que ça donne pour les perspectives de PIB, on le voit ici pour l'Inde, donc ça c'est l'activité dans l'industrie, c'est en rouge, dans les services c'est en vert, et c'est le PIB indien, on est déjà à plus de 7% de croissance, vous voyez qu'on pourrait atteindre 10% de croissance en Inde d'ici la fin de l'année, ce qui montre bien que l'Inde est la grande gagnante des différentes crises, c'est la locomotive de la croissance mondiale, et donc qui supplante évidemment notamment la Chine. Donc justement, au niveau des indicateurs donc, des directeurs d'achat, donc composite, encore une fois, tout secteur confondu, on voit les pays qui sont vraiment à la frontière de la récession. L'Australie qui remonte, qui sort de la récession, la Chine qui s'affaisse encore, on est donc à quelques dixièmes de points de la récession, et la zone euro à 50,5, les États-Unis 50,2, là aussi c'est tout juste au-dessus de la récession, l'Espagne également, c'est à peine au niveau de la récession, donc c'est quand même des niveaux assez dramatiques, on est sur des niveaux assez bas.
Et si on regarde graphiquement également ce qui se passe en Chine, vous voyez que la Chine n'arrive plus à retrouver une croissance forte, elle reste sur une croissance extrêmement molle, les services ralentissent fortement, l'industrie également, donc il n'y a pas de dynamique aujourd'hui en Chine. Comme c'était l'ancienne locomotive de la croissance mondiale, évidemment on comprend bien que ça va être difficile, l'Inde est en train de prendre sa place, c'est vrai, mais ça ne suffira pas pour générer une croissance mondiale forte, d'autant qu'on a des pays qui sont évidemment en récession. On a vu pour l'instant les États-Unis s'en sortent tout juste, par contre et malheureusement, ce qu'on voit dans la zone euro, alors là il y a tous les pays donc en récession, Afrique du Sud, Italie, Brésil, Royaume-Uni, zone euro, Allemagne et malheureusement, qui ferme la marche, c'est la France, donc 44,1, un plus bas depuis novembre 2020. Donc on est dans une situation, si on prend industrie plus services en France, une récession qui est particulièrement dramatique, qui tranche évidemment avec ce qu'on peut entendre ici ou là. On dit tout va bien dans le meilleur des mondes, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Si on prend les indicateurs des directeurs d'achat, qui encore une fois représentent une réalité économique, ce sont des carnets de commandes, ce que voient justement les directeurs d'achat sur leur activité, donc c'est pas simplement, je dirais, un sentiment. À partir de là, la France aujourd'hui est en récession, on ne voit pas ça encore de ça dans les chiffres, mais d'un point de vue, je dirais, de l'activité intrinsèque, oui, la France est aujourd'hui la lanterne rouge de l'économie mondiale. Alors on voit bien ça sur les graphiques, d'abord dans l'industrie, vous voyez, ça c'est la courbe rouge, indicateur des directeurs d'achat, donc en France, ça c'est le PIB qui pour l'instant résiste, on voit que c'est en train, là aussi, de repartir à la baisse, donc bien entendu en récession, vous voyez qu'on est plus bas depuis donc 2020. Si on prend les services, c'est exactement la même chose, vous voyez des plus bas depuis 2020-2021, à l'époque où il y avait encore les confinements autour du corona, etc. Et si on prend donc tous les services, donc et l'industrie, tous les secteurs d'activité confondus, y compris la construction et ainsi de suite, donc l'indicateur composite, vous voyez bien que là, on est donc à un peu plus de 44, donc ce qui veut dire que le PIB français pourrait baisser en glissement annuel d'ici la fin de l'année, début 2024, de 4%. Alors évidemment, on n'en est pas là, vous voyez que souvent il y a un décalage entre la courbe rouge, l'indicateur des directeurs d'achat et la courbe bleue, mais on voit qu'il y a quand même une certaine corrélation, même si on ne va pas à moins 4%, on pourrait avoir une forte baisse du PIB, ce qui tranche évidemment avec l'ensemble des prévisions qu'on entend ici ou là, bien sûr en France, et puis parallèlement, il y a même le FMI qui a révisé en petite hausse sa prévision de croissance française. Alors justement, les prévisions du FMI viennent de sortir. Bon, comme vous le savez, le FMI est souvent en train de retard, parce qu'ils réagissent sur les chiffres du passé, etc. Donc voilà les dernières prévisions du FMI qui viennent de sortir, donc là, au mois d'octobre. Donc au niveau mondial, ils sont sur 3% en 2023, 2024 à 2,9%. Donc les pays développés, vous voyez, ça ralentit, 1,5 et 1,4. États-Unis, il y a un ralentissement assez net, pourtant on a vu que les indicateurs résistent bien. Et là, c'est évidemment la petite surprise, la zone euro résiste bien, enfin 0,7%, c'est pas génial. Et puis en 2024, on dit en 2024, ça va aller mieux. C'est un petit peu bizarre, parce qu'avec 1,2% de croissance, c'est vrai, bon, c'est pas non plus génial, mais comme on voit les indicateurs avancer, on se dit comment le FMI peut dire que ça va aller mieux en 2024, alors que jusqu'à présent, c'est plutôt un signal où ça va être de mal en pis, y compris donc, notamment pour la zone euro, pour l'Allemagne bien sûr. Et là, donc surprise, ils ont également révisé à la hausse la prévision sur la France. Pour 2023, on est à 1%, 1,3% en 2024, on va voir tout à l'heure si c'est crédible, et bien sûr, c'est toujours les pays émergents qui résistent bien, mais beaucoup moins qu'avant, 4% de croissance. Vous voyez que la Chine, 5% en 2023, 4,2% en 2024. On voit bien que la Chine n'arrive plus à tirer la croissance mondiale. Sur l'Inde, ils sont à 6,3, 6,3. On voit qu'ils sont complètement en décalage, puisqu'on pourrait atteindre bientôt donc 10% de croissance en Inde. En moyenne annuelle, ça ferait du 7,5 à peu près. Et donc au niveau donc de la Russie, 2,2, 1,1 l'année prochaine. Donc on voit bien que finalement il y a plus de croissance, je dirais aujourd'hui en Russie, que dans la zone euro, même si bien entendu il y a l'économie d'hier, etc. Mais tout ça pour dire qu'on se rend bien compte qu'il faut faire très attention aux chiffres que nous entendons ici ou là. Et donc aujourd'hui le FMI, je pense, fait une erreur, bien entendu, comme très souvent, mais bon, on ne va pas être méchant. Et par exemple, si on prend le cas de la France, il nous dit 1% de croissance pour l'année 2023. Alors comme vous le savez, on a déjà les chiffres du premier semestre qui n'ont pas été si mauvais que ça. Mais si on prend, je dirais, justement le détail des chiffres, combien doit augmenter le PIB français au 3e et au 4e trimestre 2023 pour atteindre 1% de croissance. Mais pour qu'on ait ce chiffre donc, de prévision du FMI, il faudrait qu'on ait 0,3% de croissance en France, tant au 3e qu'au 4e trimestre 2023. Or, on a vu tout à l'heure ces indicateurs avancés des directeurs d'achat, alors sauf si, évidemment, ils se plantent complètement, mais ça paraît quand même peu probable, qu'on va avoir une baisse du PIB français. Baisse du PIB français, également de la zone euro, au 3e et peut-être même au 4e trimestre 2023. Donc, on sera très très loin de ce chiffre de croissance. Donc, d'autant que si on reste sur la France, on vient d'avoir les chiffres de la Banque de France, des défaillances d'entreprises qui, malheureusement, continuent d'augmenter. Ça y est, regardez bien, on a retrouvé le niveau de 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les défaillances d'entreprises, au total,
total, on a eu 51 160 donc sur 12 mois, c'est exactement le niveau qu'on avait en 2019. Si on voit les variations, donc entreprise par entreprise, il y a toujours bien sûr les micro-entreprises, c'est un petit peu un effet d'optique où c'est encore inférieur à 2019, mais partout ailleurs, notamment ce plus important, ce sont les entreprises, ce qu'on appelle les TPE de moins de 10 salariés, regardez, 2520 faillites d'entreprises. Si on regarde les petites entreprises de 10 à 100 salariés, 1180 faillites d'entreprises, regardez mal ces chiffres, c'est 73,8% de hausse sur un an et 81,3% de hausse par rapport à 2019. Vous voyez, si on prend également les moyennes entreprises, jusqu'à 250 salariés, plus 80, plus 60, les grandes et les ETI, les grandes entreprises, 61,3%. Alors on dit oui, il n'y en a que 50, mais c'est quand même 50 ETI grandes entreprises, plus 85,2% par rapport à 2019. Donc tout ça, on ne l'a pas encore dans les chiffres. Donc dire que la France se porte très bien, se porte à merveille, on aimerait le dire évidemment, et ce n'est pas du tout le cas. Et encore, tout ça, et c'est avant ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. On voit qu'il y a des tensions un peu partout, des risques d'émeutes qui reviennent. C'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se produire. Donc voilà aujourd'hui nos prévisions du cabinet à ces défis pour 2023-2024. États-Unis, on reste autour des 2%. Japon, 2,6, ça ralentit un petit peu en 2024. Zone euro, 0,3, 0,5 l'année prochaine, mais ça reste évidemment très très faible. L'Allemagne, là aussi, autour des 0%. La France, peut-être seulement 0,6 cette année, autour des 0,8 l'an prochain. Il y a un effet de rattrapage aussi, parce qu'en fin 2024, normalement, ça ira un petit peu mieux. Donc ça permet d'améliorer la moyenne annuelle. Et au niveau mondial, 2,5%, tant cette année que l'année prochaine. On voit que l'Inde résiste bien. La Chine, qui a du mal évidemment à résister, puisqu'elle a seulement une croissance de 5%. C'est beaucoup pour nous, mais pour la Chine, c'est évidemment très très peu, donc ça c'est particulièrement dangereux. Sur ce, évidemment, viennent de se produire ces horribles attentats en Israël, et quid des conséquences. Alors c'est vrai que beaucoup ont tout de suite paniqué, on dit oulala, ça va faire un choc pétrolier, etc. Non, parce que fort heureusement aujourd'hui, ça reste pour l'instant, et espérons-le que ça sera de courte durée, qu'il n'y aura pas de dérapage, mais c'est vrai qu'on a une situation où le baril a même légère. Alors il a un petit peu augmenté sur la nouvelle, mais ensuite il est resté extrêmement bas. Vous voyez, au moment où je vous parle, on est à 86 $ le baril. On était à 96 $ le baril en septembre, donc il y a quelques semaines finalement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça reste cher, mais c'est pas du tout, je dirais, un choc pétrolier. Je vous ai montré tous les chocs pétroliers qu'on a eu depuis les années 70. Ça, c'était le premier choc pétrolier, justement la guerre du Kippour, donc 73, 74, on a fait 280% d'augmentation, c'est les cours du Brent. Ensuite, la révolution iranienne, plus 202% d'augmentation en 78-79. De juin à octobre 90, la première guerre du Golfe, plus 133% en quelques mois d'augmentation. En janvier 2007, juillet 2008, plus 145% d'augmentation. C'est parce qu'il y avait évidemment, on nous parlait du peak oil à l'époque, on croyait que certains disaient que c'était la fin du pétrole, on voit que ce n'est pas tout le cas. Et bien sûr, après le coronavirus, on a eu une augmentation, puis la guerre en Ukraine, donc d'avril 2020 à mars 2022, plus 712% d'augmentation. Donc ensuite, le baril a baissé, là ça remonte un petit peu, donc vous voyez qu'on est très très loin dans le choc pétrolier. Et évidemment, on espère qu'il n'y aura pas de dérapage, puisque pour l'instant, je dirais, le conflit n'a pas l'impression, j'espère, va pas déraper, va vite se terminer, et donc ce qui va permettre d'éviter, là aussi, on voit qu'il y a une solidarité internationale vis-à-vis d'Israël, que l'Iran ne bouge pas, etc. Donc si on en reste là, globalement, il n'y aura pas de nouveau choc pétrolier, et d'ailleurs c'est sur quoi parient les marchés boursiers. Regardez bien, c'est assez incroyable. Là, je vous ai mis l'évolution du CAC 40, par exemple. C'est quand on a eu, par exemple, la guerre en Ukraine, vous voyez, juste depuis au début 2022, le CAC 40 s'est effondré, il a perdu de 19% en quelques semaines. Et là, finalement, alors c'est qu'on avait bien baissé entre le mois de juillet et le 4 octobre. Et ensuite, comme on a eu une baisse des cours du baril, donc le 4 octobre, et parallèlement, vous voyez que ça remonte. On est à peu près 2% de hausse depuis le 4 octobre, malgré ces attentats dramatiques. Donc ce qui veut dire que pour l'instant les marchés ne veulent pas croire à la Troisième Guerre mondiale. Espérons tous évidemment qu'ils auront raison. Et d'ailleurs, si on le voit, au niveau du Standard & Poor's 500, c'est même encore plus fort, parce que regardez, là il n'y a même pas eu de baisse. Parce qu'à Paris il y a eu quelques séances de baisse, là il n'y a même pas eu de baisse, puisque donc entre le 5 et le 11 octobre, plus 2,8% d'augmentation du Standard & Poor's 500. Donc pour l'instant les marchés restent rassurés, dans la mesure où ils se disent ça ne devrait pas, je dirais, dégénérer, on l'espère tous bien entendu, et où parallèlement on n'aura pas de nouvelles flambées des cours du baril. Alors bien sûr, si ça dégénère au niveau géopolitique mondial, c'est la Troisième Guerre mondiale, tout ça on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire, mais espérons qu'on évitera justement tout cela. Mais c'est clair qu'il y a cette réaction, mais qui montre bien qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de résister, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une croissance forte, on l'a vu tout à l'heure, donc les marchés boursiers resteront très très chahutés. Je ferai une vidéo que j'avais prévu de faire cette semaine, donc la semaine prochaine, sur les placements qui vont bien fonctionner dans les prochains mois, que ce soit la bourse, l'immobilier, l'or, on verra tout ça dans le détail.
détails, en espérant qu'on verra mieux d'un point de vue géopolitique, on sera plus rassuré. Et pour terminer avec la bonne nouvelle du jour, c'est compliqué de trouver une bonne nouvelle dans ce contexte évidemment, on a donc les taux d'intérêt des obligations d'État qui ont arrêté d'augmenter. C'est vrai que la semaine dernière, on a atteint des sommets quasiment depuis plus de 15 ans, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc on a le taux de 10 ans américain, on était monté à quasiment 4,9, là on est à 4,6. Sur le taux d'intérêt 10 ans français, on a même dépassé les 3,5, on est même vers 3,2, 3,3. Donc voilà, c'est une petite accalmie. Bien entendu, l'inflation va quand même rester élevée dans les prochains mois. Donc attention, les taux d'intérêt vont rester élevés, d'autant que les dettes publiques continuent d'augmenter. Donc il faut rester extrêmement prudent néanmoins, mais ça sera, on va dire, la bonne nouvelle du jour. Ça nous permet d'avoir un petit apaisement sur le front des taux d'intérêt. Encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. Pas de polémique dans les commentaires. Je vous préviens tout de suite, pas de méchanceté, etc. Sinon, je bloque tout de suite, évidemment. On est là pour essayer d'apporter justement de meilleure visibilité économique qui est extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc encore une fois, gardons l'espoir, gardons le moral et espérons qu'on aura finalement une croissance mondiale qui certes va rester faible mais pourra progressivement repartir vers la hausse et qu'on retrouvera une certaine stabilité géopolitique pour 2024 et les années à venir. Merci encore, continuez à apprécier, à mettre des pouces vers le haut, à vous faire abonner, à vous abonner tout court et même à faire abonner. Merci encore à toutes et à tous, bonne continuation et à très bientôt.